Sylvain Tesson. Merci, bonsoir. Merci mille fois de me recevoir de manière si aimable. C'est la première fois que je me retrouve à une convention aussi peu conventionnelle et je vais m'entretenir avec vous de la déconnexion, du sentiment que j'éprouve de la nécessité immédiate, de l'impératif de déconnexion à la fois sur le plan collectif de nos sociétés et surtout pour ce qui concerne notre patrie individuelle et personnelle. Alors je suis très honoré que l'organisation d'APM m'ait fait signe pour venir parler de la déconnexion, mais je soupçonne, chez les dirigeants qui nous réunissent aujourd'hui, qu'ils ont voulu, vous savez, inviter le colonel ou le vieil adjudant-chef, le tonton acariâtre, que l'on ressort du formol une fois par an pour le dîner de famille et à qui on demande de venir exposer ses vues rétrogrades et réfractaires sur le monde. Il y a toujours comme ça dans les familles un fossile vivant que l'on extrait, on le fait descendre de l'étagère du Muséum d'Histoire Naturelle et on lui demande de venir ratiociner et radoter. C'est ce que je vais faire moi pendant un quart d'heure. Pour une raison très simple, c'est que moi j'appartiens à un monde, mais que beaucoup d'entre vous d'ailleurs ici, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtront, ont connu. C'est un monde, c'est une distinction générationnelle que je suis en train de faire, et c'est un monde qui était le monde d'hier. Comme dirait Stefan Zweig, c'était le monde d'avant la connexion. Moi j'appartiens à cet ancien temps. C'était un monde où nous n'étions pas encore devenus des Américains. C'était un monde, souvenez-vous-en parce que c'était il n'y a pas très longtemps. À l'époque, on pensait que nos semblables, les êtres humains, étaient capables de suivre le fil d'un raisonnement et l'exposition d'une pensée pendant plus d'un quart d'heure. Mais enfin bon, les choses ont changé, le monde a évolué et il faut vivre avec son temps, comme disent toutes les personnes qui sont en sursis de ringardise. Alors je vais essayer de vivre avec mon temps et de vous dire les choses. Pourquoi se déconnecter ? Je crois que le simple fait de définir ce que nous vivons, nous autres générations, depuis la grande révolution numérique, la révolution digitale, appelons ça vite fait l'Internet, pour une meilleure compréhension, le simple fait de définir ce qui nous arrive depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est-à-dire depuis la mise sous tension de la totalité de l'humanité, le simple fait de définir ce que nous vivons dans l'ordre de la mutation digitale va nous comprendre pourquoi il est urgent de nous en débarrasser et de nous en éloigner. Car, à mon avis, nous ne vivons pas une innovation, nous vivons une mutation, nous vivons une révolution, nous vivons une réécriture intégrale du poème, de la structure de l'humanité. Et je pense que cette mutation digitale que nous vivons depuis 3 ou 4 décennies vient contredire les grands fondamentaux de notre civilisation. Vous allez peut-être trouver que je suis un peu radical, mais comme la mutation que nous vivons elle-même est très radicale, il faut lui opposer un propos et une pensée radicale. Il faut opposer à un absolu un autre absolu. Alors soyons absolus, et moi je vais vous exposer pourquoi, à mon avis, ce que nous vivons historiquement depuis une date très récente, depuis mettons les années 80 ou les années 2000, depuis la mise sous tension de l'humanité, pourquoi c'est une contradiction des principes de civilisation que nous connaissions. Notre civilisation judéo-chrétienne, gréco-latine, elle reposait sur l'ordre du langage. Il y avait une chose qui nous intéressait par-dessus tout, c'était la poésie, c'était les mots. Le verbe s'est fait chair. Les Grecs voyaient dans le logos, c'est-à-dire le langage, l'agencement des mots, une manière de lutter contre le chaos du monde. C'était grâce à la poésie, c'était grâce à la formulation des choses que l'on allait pouvoir réussir à s'en sortir de ces vies absurdes et violentes. Et tout à coup, Internet fait une autre proposition, c'est la réduction aux chiffres du monde. Nous passons du monde du langage
au monde du chiffre, qui porte d'ailleurs dans son nom son projet, puisque la révolution est numérique. Elle fait donc allégeance à autre chose qu'aux mots, à autre chose qu'au langage, à autre chose qu'au verbe, à autre chose qu'à la formule, à autre chose qu'à l'inspiration. Elle fait allégeance au nombre. Et à ce moment-là, la statistique devient plus importante que la poésie. Le deuxième pilier, appelons ça un pilier, un fondamental de la civilisation qui s'écroule avec la mutation digitale, c'est le principe de hiérarchisation. Jusqu'alors, pour qu'une pensée ou pour qu'un propos ou pour qu'une idée ou pour qu'une révélation atteigne sa cible, il fallait que cette pensée, ce propos, ce verbe, cette illumination soit portée par une valeur importante, par un génie, par un talent, par une épaisseur, par une intensité. Alors à ce moment-là, elle pouvait acquérir la légitimité de venir rencontrer un public. Et même les paroles ou les pensées qui étaient interdites par une autorité, même celles-là finissaient parfois par des méthodes de contournement et des manœuvres de clandestinité. Elles finissaient par rencontrer leur public. Pensez aux philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, aux encyclopédistes, à Voltaire, à Rousseau, à d'Alembert. Ils ont eu cette pensée qui venait s'opposer à la monarchie absolue. Elle était interdite, elle était méconsidérée, elle était difficilement exprimable, mais ils ont finalement réussi tout de même à faire en sorte que cette pensée réfractaire atteigne sa cible jusqu'à créer la Révolution. La hiérarchisation du propos, c'était ce qui conférait à un propos sa légitimité d'accéder à un public. Or, Internet, la connexion, dit exactement le contraire. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. La seule légitimité de ce que vous direz, ce sera que vous ayez envie de le dire. Et à ce moment-là, puisque tout se vaut, puisque toute parole égale une autre parole, puisqu'il n'y a plus aucun critère de sélection, de singularisation, de distinction, de discrimination, on a même fait de ce mot une espèce de péché mortel, puisqu'il n'y a plus aucune possibilité d'échelonner selon leur degré de valeur les propos qui sont émis par une pensée, à ce moment-là, tout se vaut, et c'est la grande civilisation, le grand aplatissement égalitariste de la révolution digitale et de la connexion. Tout peut se dire du moment qu'on ait envie de le dire. Voilà le projet d'Internet. C'est la civilisation du grand collecteur, c'est la civilisation du tube. Souvenons-nous de ce site qui a tant de succès, qui s'appelle « Vous êtes un tuyau ». YouTube, vous êtes un gros tuyau et on peut mettre tout dedans. Et finalement, il est important d'abord de faire un système de tuyauterie qui conduira le propos, quel que soit le propos, que ce soit de l'excrément ou du diamant, du moment qu'il y a le tuyau, du moment que ça capte, du moment que ça débite, du moment que ça circule, du moment que c'est fluide, alors à ce moment-là, le pari sera gagné. Voilà le deuxième fondamental qui s'écroule avec la connexion globale et généralisée. Et puis le troisième fondamental qui s'écroule, c'est le principe de dissimulation et de limitation. Jusqu'alors, souvenez-vous des Grecs, Épicure qui disait « dissimule ta vie ». Une vie ne peut se déployer et ne peut s'épanouir qu'à condition qu'on la dissimule derrière des paravents. Et ça sera grâce à la clandestinité et à la discrétion qu'on pourra déployer sa vie. Et puis on la limitera. On aura un objectif qui sera un plafond, on essaiera de l'atteindre. Ça sera la grande limitation, la mesure, l'équilibre, l'harmonie. Et s'étant aperçu que la nature possédait ses limites et que l'océan ne débordait pas, eh bien l'homme se forgera ses propres limites à ne pas dépasser ou alors en tout cas à atteindre avant de vouloir les dépasser. Et tout à coup, le projet Internet, l'option digitale, la mutation électronique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dit le contraire. Il n'y a plus de limite. Nous décidons non plus de nous dissimuler, mais que tout le monde dise ce qu'il a en lui à tous. Tout le monde pourra s'espionner, tout le monde pourra se jalouser, tout le monde pourra s'envier, tout le monde pourra s'exprimer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on crée? Une grande plateforme, un grand forum de brouhaha général, plus rien ne valant rien et tout pouvant s'exposer, et rien n'ayant de limite. Alors à ce moment-là, nous serons dans la grande confusion, dans le grand tohu-bohu d'avant l'ordonnancement par le langage. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des trois grands fondamentaux du langage, de la séparation, de la dissimulation et de la hiérarchisation. Ça en fait quatre d'ailleurs qui tout d'un coup s'écroulent avec la connexion
digitale. Tout cela est soutenu par une entreprise extraordinaire de communication et de bluff, puisque les grands promoteurs de cette connexion généralisée et digitale nous disent d'abord que la connexion est une innovation et qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité une espèce de vieux ringard, légèrement abruti, un peu racorni, qui est venu sur les estrades, comme moi aujourd'hui, expliquer combien il fallait se méfier des innovations. Il y a dû y avoir des types qui étaient contre la pierre polie quand on est sorti de la civilisation de la pierre taillée. Il y a dû y avoir des types qui étaient contre la machine à vapeur. Il y a dû y avoir des types qui étaient contre le radium ou contre la radio ou contre je ne sais quelle invention, même peut-être contre le feu. Or, il se trouve qu'il ne s'agit pas d'une innovation, mais qu'il s'agit d'un dispositif. Nous ne pouvons rien faire contre ce que nous avons inventé. Et aujourd'hui, la technologie n'est plus là pour nous servir, puisque nous sommes à son service. Il faut se souvenir, on devrait d'ailleurs l'inscrire sur les banderoles qui flottent dans cette convention d'APM, de l'Association pour le progrès du management. Il faut se souvenir de la phrase d'Heidegger, qui avant même la révolution digitale et avant même la connexion, disait, Heidegger, la technique est quelque chose qui échappe à l'homme de lui-même. Tout à coup, nous ne pouvons plus rien. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est formidable. J'ai émis la critique, une tentative, un embryon de critique des effets tout à fait néfastes de la connexion numérique sur les civilisations. Mais maintenant, que faire? Il se trouve que dans la patrie personnelle, individuelle, c'est-à-dire chez nous autres, le numérique a envahi tous les champs de nos existences. La connexion nous a envahis, littéralement. Il n'y a plus rien que nous fassions qui ne soit placé sous la domination des puces au silicium et des algorithmes. Alors que faire? Moi, je propose, contre la connexion généralisée, contre la soumission à la connectique de toutes nos existences, je propose l'option grecque. Que disaient les Grecs? Les Grecs disaient, voilà, nous vivons entre la naissance et la mort, entre l'aube et le crépuscule, et il y a un principe qui s'appelle le réel, qui vaut davantage que le virtuel. Le monde nous est donné en partage, il y a des choses organiques, ça s'appelle la chair du monde, ça s'appelle la prose du monde, ça s'appelle la substance du monde, ce sont les éléments, ça peut être la lueur d'une bougie sur un beau visage, ça peut être le plaisir sensuel et organique de plonger dans l'eau, de boire un verre de vin, d'entendre une chanson. Souvenez-vous des Viennois du début du XXe siècle qui disaient « aimer, boire et chanter ». Voilà ce que peut être le rapport à la prose du monde. Et les Grecs avaient eu cette intuition-là. Ils savaient que tout se joue ici et maintenant et qu'il ne faut pas croire les promesses illusoires et messianiques de tous ceux qui nous annoncent l'avènement des temps meilleurs et le salut de l'humanité par la nouvelle technologie et la puce au silicium. Souvenons-nous que le roi de Troie, pendant la guerre de Troie, Priam, s'avance sur les remparts de la ville, voit le champ de bataille, les Grecs et les Troyens qui sont en train de mourir, détourne son regard pour regarder le soleil qui se lève à l'horizon et dit cette phrase tellement grecque et tellement superbe: « Tout ce qui se dévoile est beau ». Voilà où est la beauté du monde. Elle n'est sûrement pas aplatie sur les écrans dans la promesse messianiste que nous font les laborantins de la Silicon Valley. La beauté du monde se trouve exactement dans sa chair et sa substance, dans sa magie. Tout ça vous paraît évidemment très ordinaire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type sur une estrade qui me parle du vin rouge, de la beauté, de la poésie et des bains dans le lac d'Annecy? Mais simplement, bien sûr que c'est banal et ordinaire, sauf que nous l'avons tellement oublié que je me sentais, non pas le devoir, mais je me sentais que c'était utile de rappeler que la vie avait un charme, un je ne sais quoi et un presque rien, comme disait le philosophe Vladimir Jankélévitch, le je ne sais quoi et le presque rien, qui vaut bien davantage que le tout de suite et le sûrement tout que nous promet la connexion numérique. Alors voilà, nous sommes, à mon avis, très nombreux finalement à nous diriger vers ce refus de la connexion généralisée. Nous serons une petite troupe de refusniks, nous irons dans les bois, nous continuerons à boire du vin rouge, et je crois que nous aimerons toute notre vie, nous préférerons Rimbaud qui arrive devant la mer et qui dit « Elle est revenue, quoi? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil ». Voilà 3 vers de poésie
qui passeront à la postérité bien davantage que des images de drones ou des images de GoPro ou des images de YouTube, parce que Rimbaud, avant tout le monde, nous le dit: éteignez tout et le monde va s'allumer.